Maintenant, je vais céder la parole à Madame la députée d'Hochelaga Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. À mon tour d'intervenir au moment de la prise en considération du rapport de la Commission, je veux, dans un premier temps, souligner, et on ne le fait pas assez souvent, et il faut le faire, du bon climat qui a régné dans cette commission. On a entendu plusieurs groupes, et mon collègue de la CAQ qui était présent avec moi on a vraiment écouté, je pense, de façon très attentive, et le ministre tout particulièrement. Et la démonstration de cela, c'est qu'au moment de l'étude détaillée, le ministre est arrivé avec plusieurs amendements répondant aux propos qui avaient été tenus lors des consultations. Alors, cela facilite le travail des oppositions. On était dans un dialogue constant. Le but de tous était de faire en sorte d'avoir la meilleure loi pour la Ville de Montréal. Et finalement, je pense que les bonifications qui ont été obtenues font en sorte qu'effectivement, Montréal va pouvoir garder sa charte, parce que ça aussi, c'est une admission qui a été faite, parce que le gouvernement voulait modifier le nom de charte de la Ville de Montréal, et pour que ça devienne la loi de la métropole du Québec, et on est revenu. Et le ministre a été à l'écoute, entre autres, de ces demandes-là. Je vais aussi faire le lien avec l'entente signée par le gouvernement en décembre, l'entente sur la reconnaissance d'un statut particulier pour la métropole. Dans cette entente, Madame la Présidente, qui s'appelle Réflexe Montréal, eh bien, on vient reconnaître des pouvoirs particuliers à Montréal par l'établissement, entre autres, de pouvoirs en matière d'itinérance, en matière d'habitation, de patrimoine et d'immigration, mais aussi d'une conversation avec la Ville, le ministère de l'Éducation. Et je le répète, je souhaite, avec les commissions scolaires présentes sur le territoire de Montréal, même s'ils ne sont pas dans l'entente, sur les équipements scolaires, conversation qui est absolument nécessaire parce qu'on ne le dira jamais assez, est-ce qu'on peut avoir accès à nos écoles après 5 heures le soir? Alors ça, s'il y a une volonté politique dans ce sens-là, je pense qu'elle est souhaitable. Alors, l'entente Réflexe Montréal ne pouvait s'exercer sans la possibilité que le gouvernement délègue, transfère des pouvoirs à la Ville de Montréal. Et le projet de loi 121, c'est ce qu'il vient faire, Madame la Présidente. Projet de loi qui n'avait pas de préambule lors de son dépôt, malgré que celui de Québec en avait un, parce qu'il y a un effet miroir à un projet de loi, la loi 109, qui a été adoptée pour Québec précédemment. Alors, on avait réclamé, l'ensemble des personnes qui sont venues en commission parlementaire réclamaient. Le ministre a finalement déposé un préambule, qui était très intéressant, mais on a eu quelques petites discussions, puis finalement, le préambule est dans la charte. Alors, tout le monde est content, mais encore plus la modification que le ministre a apportée suite à notre demande, qui est d'inclure le logement social et familial comme étant un engagement que l'on prend dans le préambule de la Charte de Montréal, ce qui a réjoui la porte-parole que je suis en matière d'habitation précédemment. La loi 121 aussi vient faire en sorte d'abolir les conseils, le conseil interculturel du patrimoine, de la jeunesse et des Montréalaises. Ces conseils-là ne seront plus protégés par la loi, ne seront plus protégés par la charte maintenant de la Ville de Montréal, ce qui avait été une demande, je vous rappellerai, Madame la Présidente, lors de l'établissement de la charte initiale en 2000. Finalement, suite aux pressions du maire, le ministre a accepté de retirer les conseils de la charte. Cependant, le maire a pris un engagement de poursuivre le travail de 3 de ces conseils, soit celui de la jeunesse interculturelle et des Montréalaises. Alors, comme femme montréalaise, je m'en réjouis, mais le Conseil du patrimoine n'a pas eu droit à cet engagement-là.
lors de nos travaux, le ministre nous a présenté le plan d'action que la Ville de Montréal avait déposé en matière de patrimoine, mais malheureusement, et même avec des discussions avec Héritage Montréal, ils ne s'y reconnaissent pas. Alors ça, Madame la Présidente, et nous avons voté sur division ces articles, et je trouve ça regrettable qu'on n'ait pas été capable de faire en sorte que la Ville de Montréal puisse justement confirmer le rôle important, plus particulièrement dans le fait qu'on confie à la Ville de Montréal, en lien avec la loi sur le patrimoine, des pouvoirs en tant que tels. Le Conseil du patrimoine est un organisme reconnu et là, il ne voit pas sa place actuellement dans le nouveau plan que la Ville a déposé. Alors, il y aura matière à poursuivre ce mandat-là en tant que tel, et j'espère que le ministre va discuter avec la Ville de Montréal pour s'assurer que le Conseil du patrimoine, qui n'est que nommé dans le plan d'action, mais pour lequel on n'y voit pas son mandat, puisse poursuivre ses travaux. Ensuite de ça, Madame la Présidente, on est aussi venu donner à la Ville un pouvoir d'expropriation pour lequel les oppositions étaient tout à fait d'accord, et ce pouvoir, il est nécessaire. Et on le sait, lorsqu'on a de mauvais propriétaires qui n'entretiennent pas leurs habitations, qui sont même dangereux pour la santé des citoyens, bien, la Ville doit avoir les pouvoirs d'agir, et on se réjouit de cela. On est venu aussi revamper les règles concernant les sociétés de développement commercial. On a plusieurs sociétés de développement commercial dans les arrondissements de Montréal, et il y avait besoin d'un petit coup de balai à ces règles qui entourent les sociétés. Et je pense qu'à la faveur de tous, ce coup de balai-là a été nécessaire. Le ministre en a parlé, je crois, l'article 30.1 qui a été ajouté lors des discussions vient faire en sorte qu'on vient donner un pouvoir à la Ville, un pouvoir très intéressant, et les commerces vont reconnaître cela. Et moi, je pense à ceux de la rue Saint-Laurent, ceux de la rue Saint-Denis, qui ont vécu l'enfer durant des travaux, durant de longues périodes, mais la Ville va pouvoir compenser les commerces lors des travaux. Et ça, en matière de reconnaissance de partenariat dans une ville, de ton offre commerciale versus la nécessité de faire des travaux, eh bien, il y a là une complémentarité intéressante. Je vais vous dire, Madame la Présidente, que je dois me réjouir, je le fais pour la deuxième fois, mais lors du projet de loi 122 qui avait précédé, le ministre avait accepté d'introduire un amendement qui était le projet de loi 194 que j'avais déposé précédemment. Alors, c'est la deuxième fois que le ministre des Affaires municipales accepte un de mes projets de loi dans un de ses projets de loi. Alors, je ne peux que m'en réjouir, mais c'est important. C'était quelque chose qui était issu du projet de loi 121. On a retiré l'article dans le 121 parce que, finalement, au lieu de le faire juste pour Montréal, on l'a fait pour toutes les municipalités dans le 122. C'est le fait de ce qu'on appelle l'inclusion. Alors, dans tout grand projet d'habitation en construction, le promoteur doit s'engager à verser un montant ou donner un terrain ou avoir qu'il y ait un règlement dans la ville pour s'assurer que quand on fait du logement privé, bien, il y a aussi à côté de ça du logement social qui se fait. Et à mon grand bonheur, Madame la Présidente, et on doit s'en réjouir. Pour terminer, le projet de loi a fait en sorte de transférer de la Société d'habitation vers la Ville de Montréal. Précédemment, la Société d'habitation donnait des unités de logements sociaux à la Ville de Montréal. Pas assez, on va en convenir, mais c'était l'entente qu'il y avait. Et à l'intérieur de balises déterminées par la Société d'habitation du Québec. Dorénavant, lorsqu'on parle d'autonomie, et ça, c'est vraiment un pouvoir d'autonomie qu'on donne à Montréal, on va venir faire en sorte de donner de l'argent à Montréal, mais pour lequel cet argent doit être utilisé pour faire justement du logement social, du logement familial et du logement abordable. Très important, Madame la Présidente, et je vais le répéter, ce que je souhaite, c'est qu'on continue à travailler avec les partenaires qui sont les GRT, qui sont les groupes de ressources techniques, qui réalisent les logements sociaux. Je le répète, je n'ai aucune garantie dans le projet de loi que la Ville de Montréal va interagir avec ces partenaires parce que la Ville a aussi des institutions
qui pourraient dorénavant être les maîtres d'œuvre du logement social, que ce soit l'Office municipal d'habitation, que ce soit la SHDM, qui sont deux organismes de la Ville de Montréal qui font aussi de la construction de logements sociaux. Alors, on pourrait faire en sorte que dorénavant, on n'ait plus besoin des GRT et qu'on n'utilise que les deux organismes de la Ville pour faire du logement social. Alors, je nous mets en garde contre cette fausse bonne idée et je souhaite que les GRT soient mises à contribution de façon aussi efficace qu'ils le font présentement. Si je regarde le groupe Bâtir son quartier, qui, entre autres, agit dans une grande partie de la Ville de Montréal, c'est 10 000 logements qu'ils ont réalisés au cours des années. Ils ont une expertise, ils ont une connaissance du terrain, ils ont aussi la connaissance des partenaires du milieu, que ce soit les besoins pour les maisons d'hébergement pour femmes violentées, que ce soit des besoins pour la réinsertion des jeunes. Il y a un partenariat là intéressant entre les GRT et la Ville de Montréal et les groupes communautaires, mais on doit garder dans l'angle de cette dévolution de pouvoir à la Ville de Montréal une obligation d'aller travailler avec les GRT. Et ça, j'espère que dans l'entente qui sera signée entre la Société d'habitation et la Ville de Montréal, qu'il y aura une clause pour venir protéger nos GRT, qui sont des acteurs incontournables en matière de logement social. Alors, Madame la Présidente, vous m'envoyez réjoui. Je sais que nous allons, que les collègues de Québec solidaire arrivent avec 2 amendements à dernière minute. C'est un peu normal parce qu'ils n'étaient pas là. Alors là, ils viennent de décider qu'ils ont des amendements. Écoutez, moi, j'aimerais ça qu'on me les explique parce que je ne les comprends pas, tout simplement. Alors, j'aurais pensé que le ministre nous aurait peut-être commenté les amendements. Malheureusement, on les reçoit là. On les a reçus ce matin à dernière minute. Moi, je vais vous dire que j'ai déjà un problème avec un des deux qui parle de la réalisation du parc locatif privé. Le parc locatif privé, c'est aussi des OSBL qui sont des organismes privés. Alors, ça ne me dit rien, là, ce qui est là sur la table. Alors, j'aurais aimé ça avoir des explications que je n'ai pas eues. Alors, je ne sais pas quelle sera l'intention du gouvernement. J'aurais aimé ça le savoir dans le propos du ministre. Il aura une réplique, il pourra peut-être nous le dire. Alors, je souhaite qu'on puisse avoir des explications avant de se prononcer sur 2 amendements qui nous arrivent à la dernière minute par des gens qui n'ont pas participé à la commission parlementaire, malheureusement. Et quand on a 3 députés qui viennent d'une ville pour une loi qui s'occupe d'une ville, de cette même ville-là, je trouve ça assez étrange, Madame la Présidente. Je vous remercie. Alors, je vous remercie, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.